Bonjour à tous. Cet été et à la rentrée, je vous invite à embarquer dans une nouvelle aventure pour découvrir comment diriger votre vie, vos projets et votre entreprise depuis un espace de joie, de manière intuitive et connectée au grand tout. J'ai invité 16 experts pour que vous puissiez en apprendre plus sur le leadership cosmique et orgasmique. Et pour aller plus loin, après l'épisode, je vous propose de rejoindre un cercle privé sur Telegram ou de participer à la première retraite Cosmic and Orgasmic Leaders en Thaïlande du 20 au 28 septembre. Tu peux retrouver toutes les informations en description et je vous en parlerai plus en détail à la fin de l'épisode. Maintenant, c'est le moment d'accueillir notre invité du jour. Je vous invite à vous installer confortablement et à ouvrir les oreilles en grand. Vous allez voir, j'ai choisi les invités avec amour, avec attention et vous allez les adorer. Belle écoute à vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Journal d'une CEO spirituelle. Aujourd'hui, on est réunis sur le hors-série, sur le leadership cosmique et orgasmique. Et on a beaucoup de chance parce qu'on est réunis en présentiel avec Beata Ayama. Merci Beata d'être là. Je suis trop contente d'être là. On a de la chance d'être en présentiel. Ouais, on a de la chance. Pour toutes les personnes qui regardent l'épisode sur YouTube, vous le voyez, on est à côté l'une de l'autre. Pour les personnes qui regardent sur les plateformes de podcast, eh ben voilà, on est ensemble à Bali. Pour vous raconter, Beata, moi je connaissais son travail de loin, mais je connaissais. Et je vais vous raconter un peu pourquoi tout à l'heure. Mais on s'est vraiment rencontrés en vrai il y a 5 jours. Il y a 5 jours. Parce qu'on est à Bali toutes les deux, parce qu'on est venus ici, parce qu'on va participer dans 15 jours à une retraite d'écriture, la retraite d'écriture qui est proposée par Anne-Claire Méret. Il y a un podcast, d'ailleurs un épisode avec Anne-Claire, vous pouvez le retrouver sur la plateforme. Et nous, on est dans cette démarche-là, en ce moment, d'écrire et de partager nos messages. Et donc ça va être chouette parce que Beata, elle va pouvoir partager ses messages avec vous aujourd'hui. Pour vous la présenter de ce que moi je sais de Beata et après je vais te laisser continuer et vraiment amener plus de détails. Moi de ce que je connais de Beata, donc c'est une personne qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux. En tout cas, tu es présente sur Instagram et tu vas communiquer des messages. Tu es accompagnante en yoga et en fait tu communiques sur comment s'accepter tel qu'on est dans sa plénitude. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que le monde du yoga est quand même assez excusez-moi de dire ça, mais c'est vrai, un peu coincé. Un peu coincé, et toi, t'amènes un spectre d'émotions très très large. À la fois, tu es quelqu'un de très spirituel, mais t'as à cœur de vivre, d'être là, présente dans la vie. T'as sorti un programme récemment autour de la jouissance. Donc, t'as une démarche de vie très tantrique, et t'accompagnes les femmes essentiellement dans cet espace-là. Peut-être que tu accompagnes des hommes, tu vas nous le dire aussi. Je tiens à dire aussi que tu es une grande voyageuse. Donc, de temps en temps, tu es en France, mais tu es un peu partout. Moi, je suis avec toi à Bali. Tu parles indonésien. Truc de ouf. Truc de ouf. Beata, elle a fait Sciences Po avant. Et donc, tu as travaillé dans l'humanitaire. Et donc, tu étais beaucoup en Indonésie. Donc, tu as cette langue aussi. Et moi, ce que j'aime aussi dans ton approche, du coup, c'est qu'à la fois, tu es thérapeute dans le milieu spirituel avec ce qu'on connaît, notre côté un peu perché à explorer les mondes invisibles, on peut le dire, et la vie d'une manière globale. Mais tu viens quand même d'un cadre très structuré, qui est Sciences Po. Accompagner des institutions, des structures dans l'humanitaire, c'est pas rien. Il y a des enjeux derrière. Donc, en fait, tu réunis deux polarités et deux pôles. Voilà sur ce que j'avais envie de préciser sur toi. Ah, c'est cool d'aller aussi loin dans qui suis-je. Trop cool. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter? Rajouter à ça, pas forcément. Parce qu'il y a s'il fallait rajouter, il y a tellement de facettes différentes. Oui, je sais pas forcément. Je pense que ce qui est beau à dire là maintenant tout de suite, c'est que je suis dans un stade de profond déconditionnement, déconstruction, qui s'est amorcé très tôt quand je faisais justement de l'humanitaire. Moi, je croyais depuis que j'avais 16 ans que je voulais faire ça à corps et âme, et que c'était ma vocation. J'avais très envie d'être au service. Et pour moi, c'était toujours être au service de ceux qui souffrent le plus. Pour moi, les peuples premiers étaient ceux qui souffraient le plus, parce qu'ils étaient virés de leur terre.
Et très vite, je me suis rendu compte que ça n'allait pas énergétiquement avec qui j'étais, que j'étais beaucoup trop empathe, que je pouvais pas faire ce métier-là, que je me brûlais les ailes en fait à essayer d'être sur le terrain et que j'étais du coup pas efficace. Il y avait des gens qui étaient beaucoup plus, on va dire, carapacés. Ils avaient des capacités à pas prendre trop empathiquement ce qui se passait sur le terrain. Ils étaient beaucoup plus efficaces. De là, je suis devenue thérapeute avec le yoga. Très vite, je me suis rendu compte, là, il y a 2 ans, j'ai décidé de complètement arrêter d'être thérapeute par le yoga, les retraites, etc. Parce que je voyais encore les illusions dans lesquelles moi je me fourvoyais en faisant ça et à quel point en fait il s'agissait beaucoup de choses que je voulais encore résoudre à l'intérieur de moi, que j'essayais paradoxalement de résoudre par l'extérieur. Donc là, on va dire que ça fait 2 ans que je me suis vraiment permis, j'ai pris une énorme pause pour vraiment aller adresser ce qui a besoin d'être adressé à l'intérieur de moi, pour arrêter d'être dans le faire pour compenser. Et je pense que petit à petit, je vais continuer à réajuster pour pouvoir être dans ma créativité, mon expressivité, ma création. Mais là, c'est vrai que du coup, ça fait bizarre de savoir quoi dire, parce que c'est tellement déconstruit que du coup, il y a cet effet un petit peu point d'interrogation quand on me demande qu'est-ce que tu veux rajouter, comment tu veux te définir. Mais c'est aussi quelque chose que je trouve fascinant d'explorer. J'en parle beaucoup à mes amis proches. J'ai plein de meilleures amies qui sont, elles, encore dans des archétypes beaucoup de fer. Et à chaque fois, je vois beaucoup de gens autour de moi, beaucoup de gens aussi que j'accompagne en thérapie, être dans des mini-transes où on voit pas à quel point, par exemple, on poursuit un objectif de réalisation et on se rend pas compte en fait que c'est un besoin intérieur d'être aimé, un besoin profond de trouver la paix, la validation, qu'on va vraiment poursuivre à l'extérieur. Du coup, je pense que là, en ce moment, j'honore ce non-faire et j'honore ce non-être. Vraiment, absence d'étiquette, absence de statut, que je trouve à la fois très vertigineux et jouissif en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de liberté dedans. Il y a énormément de ressources, il y a énormément de vérité. Je pense que j'incarne actuellement beaucoup plus mon intégralité. Et du coup, je suis très curieuse de comment je peux quand même, tu vois, jouer le jeu de répondre à des questions qui peuvent revenir à des identités, etc. Ouais. Mais en acceptant que je suis dans cette phase un peu non-identitaire. Ça me fait penser à quelque chose ce que tu dis, où je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver, c'est-à-dire que quand on a une entreprise et qu'on vend des fenêtres, je dis ça parce que dans ma famille on vendait des fenêtres. Quand on vend des fenêtres, les fenêtres ça change pas. Il y a les matériaux qui vont changer un peu ou quoi, mais ça ne touche pas à notre qualité d'être. Alors que quand on vend notre identité, parce que c'est ce qui se passe quand on est accompagnant, quand on accompagne sur un chemin, ou même quand on est artiste. Si je vends un album, je pense aux artistes qui vendent des albums, c'est leur histoire, c'est leur essence qu'ils sont en train de vendre, c'est leur vécu. Et ben en fait, il y a des moments, moi je vois un artiste quand il vend un album, quand il va faire la promotion de l'album et sa tournée, après il y a une période où il ne sait plus qui il est, parce qu'il est appelé à aller vers autre chose. Et c'est la cyclicité. En tout cas, je pense que ce qu'on propose, c'est notre être, on rentre vraiment dans un phénomène de cyclicité par rapport à son entreprise et à notre contribution. Donc le sujet que tu partages, il est super important parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast qui vont se retrouver dans ça, dans ce truc de ok, comment je métamorphose, qu'est-ce qui se passe quoi. Qu'est-ce qui se passe. Merci. Je vais raconter parce qu'il y a aussi, tu pratiques la Kundalini, le feu sacré, l'énergie qui circule. Donc je vais raconter ce qui s'est passé dimanche. On va à une ecstatic dance à Yoga Barn, à Ubud à Bali, dans un espace. Et donc moi je suis dans la salle du bas et je suis en train de danser comme ça. Et à un moment il y a un Beata qui arrive en mode petit chaton, petit tigrou et qui se met à danser avec une grande ouverture. Donc en fait je dis une grande ouverture, mais là tu le sugarcoat. J'ai pas. Genre c'est tellement mignon par rapport à ce qui se passait. Complètement étalé par terre, à une grande liberté quoi. Tigresse. Et tous les gens dans la salle étaient un peu dans l'archétype de on est debout et on danse un peu comme ça. Puis il y a une Beata qui roule par terre, qui twerk, qui roule et qui twerk. Ouais.
Et, et ça, du coup, qu'est-ce que ça amène quand il se passe... Là, par exemple, on était à Bali. À Bali, moi, j'ai trouvé que les extatiques que j'avais vues étaient hyper sérieuses. À Copenhague, les gens sont tarés. Donc, il y a vraiment cette liberté d'être à ce moment-là et de lâcher, en fait, et d'y aller. Et donc, pour moi, quand tu as fait ça, quand t'es arrivé, j'ai fait, ah ouais, le leadership orgasmique, il est bien là. D'aller chercher la jouissance, en fait, waouh, on m'offre un espace pour danser avec des rythmes différents, avec des choses à aller explorer. Ok, je vais aller explorer. Je vais y aller et je vais jusqu'au bout. Et ce que je voulais En fait, non, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que on va faire un truc? Est-ce qu'on peut faire ça ou on va... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu arrives dans une piste de danse et tout le monde danse, même s'il y a quand même une liberté, hein, on n'est pas sur quelque chose de cadré, mais et que tu arrives et fou, je me jette au sol et je fais ma tigresse au sol, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de toi? Alors, à ce moment-là précis, pour moi, c'est une grande réussite, c'est un grand succès parce que j'ai déjà été à Ubud plusieurs fois dans ma vie. J'ai commencé à venir en Indonésie en 2011 et ça m'est déjà arrivé depuis 2011 de venir passer une petite semaine à Ubud. Donc on va dire que j'ai du recul où je peux te dire ce que j'ai été ce jour-là n'a pas toujours été comme ça. Et du coup, par contraste, c'est hyper intéressant de voir l'évolution. Là, ce jour-là, quand la musique a commencé et qu'il y avait toute la foule, moi, j'ai tout de suite été dans le ressenti de qu'est-ce que cette musique me fait et qu'est-ce que mon corps a envie de faire. Et je voyais que les gens autour de moi étaient très dans... Ils y allaient progressivement, avec beaucoup des petits déhanchés, des petits mouvements comme ça, assez rectilignes. Et moi, je sais pas pourquoi, c'était tout de suite le sol. Et j'étais en mode, mon corps veut le sol et j'ai besoin d'aller au sol. Et à ce moment-là, ça, forcément, je pense qu'on a tous ce mini gendarme quand on est dans des cercles sociaux qui nous fait, personne n'est en train de faire ça. Moi, je me demandais même, la première réaction que j'ai eue, c'est est-ce qu'il y a le droit? Parce que ça se trouve, on est tellement nombreux qu'il y a peut-être une règle implicite de allez pas trop faire les trucs acrobatiques par terre, par respect pour la communauté, que tout le monde ait son espace. Donc, ma première préoccupation, c'est bon, je peux pas m'en empêcher, mon corps a profondément envie d'aller vers le sol, aller chercher mes appuis, et c'est un appel total de toutes mes cellules. Est-ce que ça gêne? Non, bon, ça va, je trouve assez rapidement un petit espace où je peux le faire. Et après, le deuxième gendarme que j'ai eu, c'est à une ecstatic dance, ça dure 3 à 4 heures. Et moi, j'étais tout de suite à 1000%. Et je me suis dit, meuf, t'es en train de te cramer. Ça se trouve, il y a une raison pour laquelle les gens, ils y vont doucement. C'est peut-être qu'il va y avoir une ascension. Et toi, t'es déjà en train de vivre toute ton animalité à minute 1. Et en fait, ma façon de le vivre, à ce moment-là, ce qui est pour moi une grande réussite, c'est qu'est-ce que je veux? Ah, je veux ça, je me le donne. C'est inévitable. C'est genre, je me fais confiance et j'ai fini. Alors là où c'est trop beau, c'est qu'il y a du contraste qui permet vraiment de faire des choix. J'ai fait tellement de danse extatique dans ma vie où je me suis vue passer par tous les archétypes. J'ai été cette femme qui danse parce qu'elle a envie de choper quelqu'un. J'ai été cette femme qui danse parce qu'elle a envie qu'on trouve qu'elle est belle. J'ai été cette femme qui danse parce qu'elle est pleine d'insécurité et qu'elle cherche un peu quelle est son expression parmi des gens qui parfois ont des talents extraordinaires, qui ont par exemple des codes comme la danse contact et moi je les ai pas encore. Quelle est ma place? Oh mon Dieu. Donc depuis 2011, c'est il y a longtemps en 2011, hein, j'ai vu toutes ces béatas exister et j'en suis ressortie, ça m'est tellement arrivé de ressortir de danse extatique frustrée en me disant c'est bizarre, j'ai supposé avoir passé un moment jouissif, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui cloche? Et pour moi, en fait, ce qui clochait à chaque fois, c'est pas authentique. C'est pas ce que tu veux faire. Et donc, à ce moment-là, en fait, il y a une forme de assume que t'en as rien à foutre de choper, assume que t'en as rien à foutre d'être belle, que c'est pas tes valeurs supérieures. Peut-être qu'il y a des gens pour qui ce sont les valeurs supérieures, mais moi, c'est pas les miennes. Avoue que avoir le code de est-ce que tu sais faire, c'est pas ta valeur supérieure. Que ta valeur supérieure, c'est est-ce que tu es libre et est-ce que là, tu es en train de faire ce que toi, tu veux. Ça, c'est ma valeur supérieure. Et du coup, à partir de là, pour moi, c'était une profonde yes.
c'est bon, genre, plein d'amour pour moi et toutes les versions de moi que j'ai été par le passé pour cette magnifique évolution, parce que là, c'était vraiment rien à foutre, mais un rien à foutre qui est tellement rien à foutre qu'il ne s'est même pas dit j'en ai rien à foutre. Il n'y a pas eu le dialogue intérieur de j'en ai rien à foutre. Ça n'existe même pas, c'est juste je suis dans la pure kiffance. Et c'était vraiment, je le vis pour moi. C'était assez égoïste, c'était égocentré. C'était c'est pour moi. Là, maintenant, je me donne ce qui me fait du bien. À un tel point, je sais pas si t'as entendu, mais je suis allée chanter. Ah non! T'as pas entendu, à un moment Non. donné, il y a eu une voix à la fin d'un morceau qui a chanté. C'est trop bien, ça veut dire que ça s'est bien intégré à la musique. En fait, je vois le micro, en fait, donc il y a le DJ, et il y a un micro à côté. Et en fait, moi, j'étais déjà en train de chanter dans la foule, j'étais en train de faire en train d'accompagner, en fait, ce qui se passait. Ah ouais! Et là, j'ai senti tout vraiment comme une Kundalini qui fait genre, exprime. C'est la Kundalini, si vous avez commencé à explorer, ce sont des vagues énergétiques qui donnent vraiment une sensation d'expansion, il y a un courant qui monte et qui a envie d'expansion, d'expression. Et moi, à ce moment-là, c'était vraiment, ça veut chanter. Et du coup, je vais voir le DJ, j'ai fait, je peux chanter? Et c'était très intéressant parce qu'il m'a regardé un peu en mode genre, t'es qui? Non, c'est pas prévu, quoi. Puis très, très cool, j'étais en mode genre, je reste sur le côté, je danse, aucune pression. Et là, il me regarde, il me fait, allez, vas-y. Et j'étais très contente parce que ça voulait dire quand même qu'il fait confiance à une nana qu'il a jamais vue, il sait pas ce que ça va donner, ça peut ruiner son set. Et j'y vais. Et là, encore une fois, j'ai pas laissé place à des versions de Beata qui ont existé par le passé, qui auraient pu être un peu, est-ce que je sais faire? Est-ce que je suis capable? Est-ce que ça va être beau? En fait, je m'en fous. Et je reste dans le ressenti de la musique et je suis en mode, je le sens, ça veut, ça sort. Et là, il y a un truc vraiment viscéral, assez primal, primitif, quelque chose qui fait très tribal qui est sorti. Et moi-même, j'ai trop kiffé. À un tel point que ça a été un peu bizarre parce que j'ai même pas regardé le public, j'ai même pas regardé comment ça a été accueilli, mais moi, j'ai kiffé. Et c'était là, pour le coup, de la pure jouissance. Puis après, un peu bizarre de merci, au revoir, et on repart danser. Mais c'était vraiment jouissif. Et du coup, c'est après ça que je suis allée te voir avec je pense, une profonde liberté qui va avec une énergie très espiègle pour moi de je fais ce que je veux parce que je crois que je me suis profondément libérée de est-ce que c'est ce que les autres veulent? Est-ce que ça plaît à quelqu'un d'autre? En fait, je sais pas. En fait, tu vois, ça me fait penser ce que tu dis. Moi, je me souviens aussi de mes premières extatiques où je restais au même endroit. Mais vraiment, je pense que j'étais pas assez en sécurité. Je voyais les gens, mais tellement libres en quelque sorte. Enfin, dans celles que j'ai faites en tout cas, parce que ça dépend des extatiques. Et je restais au même endroit et puis je dansais dans mon trip à moi, etc. Et là, je me suis vue et je me suis dit, il y a 10 ans, t'aurais été à Ubud, à Bali, comme ça, tu serais arrivé, t'aurais regardé les gens en disant, ah ouais, mais c'est hyper inconfortable, en plus on se parle pas, parce que pendant une extatique, on se parle pas. Il y a pas de contact. Et là, en fait, je me suis vue faire et arriver directement. Et moi, j'adore tourner des fois à travers la salle et puis aller voir les gens et sourire. Ah, c'était trop drôle. Moi, quand je suis arrivée et que je faisais le chat vers elle, t'avais vraiment ce geste-là. Et tu tapais des pieds. Et elle avait vraiment l'énergie, je sais ce que je fais, j'y vais, c'est trop beau. Il y a une nana à la fin qui m'a dit, ouais, franchement, merci pour la bonne humeur que t'es venue nous donner à chaque fois parce que j'avais vraiment besoin de communier avec l'autre. Et ce que je trouve dans l'espace d'extatique qui est génial, c'est que des fois on vient, c'est ce que tu décrivais, quel est mon besoin du moment. Des fois on vient pour se recueillir. Vraiment, j'ai besoin d'être avec moi-même et de m'écouter. Et des fois, moi là, j'avais besoin de sentir la communauté. J'avais besoin de sentir la tribe. Donc de voir, ok, qu'est-ce qui me répond, comment on joue ensemble, comment quelqu'un fait un mouvement de danse. Et en fait, je récupère le mouvement et je le transforme. Et ça, je trouve ça trop, trop beau, quoi. Donc, alors, il y a ce moment-là que je voulais partager. Et puis, il y a autre chose, donc c'est qu'il y a quelques années, je ne sais pas quand, j'ai vu une photo de toi sur Instagram en mode, c'est comme si là je vois un tigre, donc c'était sur la colère. Je pense que c'était un moment où tu partageais sur la colère. Et moi j'avais trouvé ça génial parce que je ne sais plus quand c'était, mais je pense que c'était au moment de l'ère Covid. Et je pense que moi j'étais très agacée que la colère soit étouffée. Pour moi c'était pas logique ce qui se passait. Et de voir des personnes qui en plus sont dans le yoga font l'apologie de la colère. Enfin, c'est pas faire l'apologie, c'est de s'autoriser à libérer la colère. J'avais trouvé ça génial. Comment t'as fait pour te donner cette autorisation
en étant dans l'égrégore du yoga, dans ces codes de ok, je reçois, je ne renvoie pas la charge à quelqu'un, je fais vraiment, je nettoie, j'alchimise ma colère plutôt que de l'exprimer à l'extérieur. Comment t'en es arrivé à parler de ce sujet? Alors ça revient à tout œuvre en ta faveur et tout est profondément juste. On a eu une discussion avant d'enregistrer le podcast sur ce sujet-là. Et en fait, merci parce que la phrase « tout œuvre en ta faveur », pour moi, je l'ai vraiment intégrée et assumée. C'est quelque chose que j'enseigne depuis 2 ans. Mais grâce à toi, là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, je le vis depuis beaucoup plus longtemps. Parce que quand tu me dis ça, en fait, ce qui est viscéral pour moi, c'est pas viscéral, c'est quelque chose qui est ma vérité, qui passe à travers tous mes atomes et c'est presque impossible pour moi de la retenir. C'est, si tu le sens, c'est que c'est vrai et c'est important. Et pour moi, c'est d'une violence extrême l'attitude que l'on voit dans certaines sphères spirituelles que de placarder une valeur comme l'amour ou une valeur comme la paix et d'interdire les autres. Parce que du coup, ça veut dire que parce qu'on cherche la paix, parce qu'on cherche l'amour, quelqu'un qui, par exemple, va être en colère va devenir un outsider. Quelqu'un qui exprime la frustration, la jalousie, va devenir quelqu'un de néfaste à l'harmonie, à la paix, à l'amour, du coup, outsider. Et il y a énormément d'histoires et de films comme ça. Je sais pas si la meilleure métaphore, si vous avez vu le film The Island avec Leonardo DiCaprio. Il est enfermé, c'est ça? C'est là où il croit qu'il est fou, mais en fait non. Ah non, c'est sur une île paradisiaque de Thaïlande où il y a une communauté qui vit sur l'île en mode on est trop heureux ici. Et il y a des trucs assez bizarres qui se passent. Par exemple, il y a un homme... Tu vois le film? Bah, en fait, c'est le film avec Guillaume Canet. C'est ça, hein? Leonardo DiCaprio, il y a Guillaume Canet dedans, il y a une autre française. Et c'est le film où, en fait, le mec s'est inspiré de l'île de Koh Phangan. Mais il l'a fait sur une autre île. Le tournage, une île pas trop loin à côté en Thaïlande, mais il s'est vraiment inspiré de l'histoire de Koh Phangan. Et c'est l'histoire où il y a une femme blonde, là, qui est un peu la gourou. Ils prennent des champignons ou des drogues et après, il y a des trucs tordus qui se passent. Moi, j'ai... Ah non, bah c'est peut-être pas celui-ci. Voilà. Excusez-nous. Bon, bon, en tout cas, moi, pour ceux qui voient la référence avec Leonardo DiCaprio et The Island, c'est vraiment l'idée de, sur cette île paradisiaque, tout le monde est heureux, on s'aime, c'est l'harmonie, c'est trop beau, c'est joli. Et dès que quelqu'un commence à shifter de cette ambiance-là, on le vire parce qu'on veut pas ruiner l'ambiance. Du coup, petit à petit, Leonardo DiCaprio est en mode qu'est-ce qui se passe? Il y a des mecs qui ont l'air d'être comme confinés dans des baraques sur les côtés parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi on les exclut? Et quand il commence à investiguer ça, lui-même, il se retrouve dans un salpêtrin et ça devient en fait un film de suspense et presque d'horreur. Parce qu'en fait, on se rend compte que derrière la façade toute belle, tout jolie, il y a... Alors, ouais, c'est ça. C'est The Beach. The Beach. La plage en français. La plage. C'est ça. Du coup, c'est ça que je pense pas oui, que c'est Guillaume ça. Canet. Hein. Et c'est... Non, mais si, je pense qu'il y a Guillaume Canet dedans, parce que si, justement, il raconte Guillaume Canet dans les interviews. Comment il a rencontré DiCaprio et comment ils sont devenus potes. Et c'est comme ça. Enfin, moi, je suis j'adore les gossips de stars. Et donc, du coup... Et voilà, et il y a Virginie Ledoyen, qui est une actrice que j'adore, qui est aussi dedans. Donc, Guillaume Canet... Ah bah moi, j'ai zappé Guillaume Canet, excuse-moi. Donc l'exclusion, donc sur une île, l'exclusion. Et... Alors là où je pense que c'est purement personnel ce sujet-là, de comment t'assumes ta colère dans la sphère du yoga. Bah moi c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est-à-dire que dans ma famille on est une famille de 7 et j'ai très vite, je ne sais pas pourquoi, parmi la fratrie de 5 enfants, j'ai souvent été celle qui disait il y a un truc qui va pas. Tel fonctionnement familial ne va pas. Non, en fait, il y a des choses pour lesquelles tout le monde allait garder le consensus de on abdique à ce qui se passe, on accepte ce qui se passe parce que c'est ce qui se passe. Moi, j'étais très vite la personne. Non, it doesn't feel good. It actually feels horrible. Je me sens en complet stress, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et j'étais très vite la personne qui faisait ça. J'ai même été ça j'ai une vision de moi. J'étais déléguée au lycée.
Et il y avait un prof de maths qui humiliait une nana, et moi j'étais la fille qui se lève et qui est en mode genre vous avez pas le droit de parler aux élèves comme ça. Donc pour moi il y a vraiment, je ne sais pas d'où je sors cette qualité. Faudrait voir est-ce que c'est astrologique, est-ce que c'est mon empreinte ou est-ce que c'est vraiment une éducation. Je pense que c'est mon empreinte vu ce qui s'est passé dans la famille. Ça me semble être une empreinte. Et alors pour ceux qui ne savent pas trop quand on parle d'empreinte, moi en tout cas je parle du fait que je considère que chaque âme qui vient s'incarner a des codes très spécifiques qu'elle doit expérimenter ici et maintenant dans cette incarnation-ci, et que ces codes-là, ce qu'on peut appeler une empreinte énergétique, en anglais j'adore le mot blueprint. Ah c'est vrai. Blueprint, ça manque en français parce que on parle vraiment de presque, ça parle plus d'empreinte digitale, c'est ton ADN quoi. C'est ta structure énergétique. Et pour moi, cette empreinte énergétique, elle est le fruit de vie passée, vie parallèle, et que tu tisses au fur et à mesure de ce que ton âme voyage à travers plein de vies. Tu arrives ici et maintenant avec vraiment, j'ai une façon d'être, peu importe mon éducation, et je viens faire l'expérience de ça ici et maintenant dans un nouveau contexte. Donc moi, c'est assez évident que j'ai une virulence innée quand quelque chose se vit à travers moi. Je sais pas pourquoi, je fais profondément confiance à attends, il y a un truc qui montre comme c'est pas juste, par exemple face au prof de maths qui humilie la fille, on y va, on l'exprime, on dit que là il y a une limite. Dans la famille, on dit que là il y a un truc qui va pas, on l'exprime. Et du coup, enfin, je me considère vraiment bénie parce que c'est à la fois comment on appelle ça, une bénédiction et une curse. Comment on dirait une curse? Sacrilège ou Une damnation un peu. Ouais. Parce que du coup, ça fait que je suis souvent à contre-courant de tout. Parce que par exemple, pendant le Covid, ça a été évident. Donc, c'est trop mignon que tu parles du fait que j'exprime le tigre pendant le Covid. Moi, pendant le Covid, j'étais vraiment une des porte-paroles en France virulente, parlant du fait que, guys, ce qui se passe, c'est pas normal. On n'est pas supposé tirer les traits sur nos droits comme ça. Il y a des façons de faire beaucoup plus respectueuses des libertés. C'est trop bizarre ce qui est en train de se passer. Votre liberté ne devait jamais passer derrière les décisions gouvernementales, c'est pas possible. Et j'étais très très virulente. Donc des fois ça a été très difficile parce que j'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu beaucoup de personnes dans ma vie en ayant cette posture souvent à contre-courant qui dit justement ce qui ne va pas. Mais en fait au fur et à mesure de ma vie je me rends compte, tant que je le fais avec un travail simultané sur le fait de cultiver une profonde paix et un grand respect de l'amour, et aussi beaucoup d'amour pour l'unicité du chemin de chacun, donc c'est-à-dire respecter ce qui se passe en moi et respecter ce qui crie en moi, comme la colère, et ne pas chercher à l'imposer à l'autre. Tant que je suis dans cette profonde posture de respect, d'amour, de paix, c'est juste. Donc ça demande quand même un bon travail de vigilance. Ah oui. Bah, en fait, ça demande beaucoup de choses parce que dans ce que tu décris, donc la faire vivre la colère, je pense que l'état que l'être humain pourrait rechercher, c'est se dire, ok, je prends la colère, je la transforme en énergie créatrice de vie, et donc ce qui en ressort, c'est bon. Ok. Mais en fait, c'est pas toujours comme ça. La colère, elle est là, et puis la colère, elle a une énergie, surtout quand on la laisse vivre en nous. Des fois, on va pouvoir la maîtriser, la canaliser, et voilà, créer du désordre, mais du désordre à peu près bon. Et des fois, la colère, elle est là, elle vient et c'est une bombe qui explose dans tous les sens. Et là, du coup, ça va se répercuter sur la personne elle-même qui a été maîtrise de la colère. Et c'est là où ça vient chercher. C'est pour ça que j'ai trouvé ça beau que tu parles de ce sujet parce que il y a plein de couleurs dans la colère. Et donc, ouais. Il y a énormément à dire sur la colère. Alors, pour remettre dans le contexte, donc, ce que tu as vu, le tigre, là, Ouais. c'est que pendant longtemps, j'ai enseigné colère alchimique, qui était un processus alchimique, c'est-à-dire que j'honorais les 3 phases de l'alchimie, l'œuvre noire, l'œuvre blanche, l'œuvre rouge, appliquée à cette énergie de la colère, mais comme on pourrait l'appliquer à n'importe quel phénomène énergétique, pour voir comment on passe d'une matière brute à quelque chose de sublimé qui nous ramène encore plus à notre essence fondamentale, qui est amour, qui est universel, qui est unité absolue. Et en fait, c'est trop beau que tu dises ce que tu viens de dire, parce que quand on fait un truc comme ça, quand Beata se positionne porte-parole de la colère,
ce qui s'est passé, c'est que du coup, je commence à cultiver un petit égrégore. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un égrégore, vous pouvez imaginer une boule de neige qui roule. Donc au départ, Beata, elle parle de colère alchimique sur sa petite plateforme Instagram. Puis il y a 50 personnes qui travaillent avec elle. Puis il y en a 150. Puis au fur et à mesure, on est 350. Et puis Beata est devenue la fille de la colère en France. Et en fait, la petite boule de neige, qui était moi, qui était vraiment sincère avec mon envie d'accompagner les gens à s'aimer tellement fort qu'ils ils respectent ce qui crie dans leur trip, ils l'écoutent et ils vont jusqu'à honorer pourquoi ça crie, ce que la majorité des gens font pas. Parce que la majorité du temps, on a tellement peur de la colère, ça crée tellement une mauvaise ambiance que soi-même, en fait, on s'auto-sabote quand la colère arrive en soi et qu'on se dit « je suis une mauvaise personne » et qu'on crée en fait une cocotte minute où le truc qui fait qu'on a de la colère, par exemple un abus ou un trauma ou une limite qui n'a pas été respectée, continue de hurler, mais nous-mêmes on a mis un couvercle dessus et de bienséance, de cordialité qui dit « mais je vais être une bonne personne » et ça fait une bombe atomique qui en général fait du psoriasis, perte de cheveux, endométriose, des gens qui se retrouvent à plus avoir de voix, des cancers, enfin c'est un truc de dingue. État inflammatoire. État inflammatoire qui a besoin de sortir. Le feu. Voilà. Ouais. Et moi, autour de moi, j'ai des personnes qui ont le corps plein d'eczéma, de l'asthme. Moi, je suis asthmatique. J'ai eu de l'eczéma quand j'étais petite. Et je pense qu'en fait, du coup, c'est un mode, non, ça doit sortir. Ça doit sortir et je me fais confiance. C'est un amour supérieur, en fait. Ça doit sortir. Sauf que ce qui s'est passé, pour parler de la responsabilité, là, t'as parlé il y a un truc autour de la colère. Moi, ça a été assez intéressant. Le fait de devenir la fille de la colère. J'avais beaucoup de situations conflictuelles dans ma vie. Et vraiment, c'était comme si ça devenait vraiment un phénomène énergétique global. Et je pense que c'est vraiment la loi de l'attraction. En fait, il n'y a pas à tergiverser. Tu parles souvent de quelque chose, bah, ça va devenir ta réalité. Donc, pour les personnes qui écoutent ça, la beauté suprême, c'est, et je pense que ça peut même aller sur, quand on va parler d'autres sujets, l'énergie est réelle. It's real. Fuck, it's so real. Il y a des lois universelles comme la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. On magnétise ce que l'on cultive régulièrement en nous. Du coup, il y a une profonde responsabilité quand on fait ce travail de shadow work, quand on va chercher nos ombres et qu'on veut vraiment se remembrer et qu'on veut tomber amoureux de toutes nos parties, dont celles qui souffrent. Il faut s'accrocher. Parce que le temps qu'on fasse ça, ça veut dire qu'on va accepter que ça vibre et que ça devienne une réalité. Et donc, en général, il va y avoir des remous. Il va y avoir de la turbulence. Et c'est pour ça que c'est pas mal de se faire aider. Et je pense que les meilleurs accompagnants ne sont pas les accompagnants qui font en mode genre une saignée de « allez, vas-y, tu vas pouvoir être en colère », mais sont ceux qui arrivent un peu à créer les airbags autour pour te stabiliser, te dire « va pas trop vite, t'as pas besoin d'aller trop fort là. Là, t'es en train de faire un peu une obsession, tranquillise, temporise ». Je trouve que ça, c'est des super accompagnateurs, ceux qui arrivent à dire régule. Parce que moi, personnellement, j'ai vraiment fait les frais d'avoir été tellement passionnellement engagée dans la colère et de voir à quel point ça devenait venimeux. Ça a envenimé ma réalité parce que l'égrégore était hors de contrôle, qu'il n'était pas temporisé, il faut mettre, quand on adresse ces sujets-là, beaucoup d'airbags autour pour savoir que zone de turbulence, je sais que je rentre dans la zone de turbulence, je veux l'adresser. Le sujet, c'est pourquoi l'adresser quand peut-être on est... Regarde, moi, la majorité des gens, ils disent « pourquoi tu fais ça ?» Peut-être c'est mieux de le laisser dans la cocotte minute. Et c'est là où, en fait, il faut une foi et un amour supérieur pour se dire c'est une autre loi énergétique, c'est ce qui ne s'exprime pas s'imprime. D'avoir une confiance supérieure au fait que c'est mieux que je fasse 2 mois, 3 mois de turbulence, que je chiale ma race, de viscères qui ont besoin de dire là ça souffre, plutôt que je l'imprime en moi et que ça devienne du coup un code subconscient qui vibre. Et au niveau éthérique, alors là les gars, ça va devenir un truc hors de la conscience, c'est-à-dire que si c'est pas dans ton contrôle, c'est-à-dire avec toi qui agis, qui interagis avec consciemment, ça va devenir quelque chose qui va juste vibrer en permanence dans ton énergie, sans que tu en aies même... Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus accès, parce qu'ils ont trop refoulé. Donc même consciemment, ils se rendent même plus compte qu'ils ont des colères enfouies, qu'ils ont des amertumes, des remords, des agressivités, que c'est tout en
en soupape. Donc, Tu vois, quand on parle de colère, du coup, là, on est sur de l'énergie qui est noire. D'ailleurs, toutes les personnes qui vont plonger à l'intérieur de leur corps avec la colère, moi, c'est très rare qu'on me dise « Oh, l'énergie qui apparaît, c'est le rose pastel » ou non, en fait. C'est vraiment quelque chose de dark qui vient polluer même un peu le sang, qui vient de... Ah, qui vient... Je ne vais pas dire le mot. Je dis pas le mot, mais qui vient nous prendre. Voilà. Et donc, cette colère, comme ça, de la faire vivre en même temps, ça permet de contacter une authenticité profonde, parce que ce serait tellement plus simple de se dire je suis paix amour sur terre, je ne ressens pas de colère, je n'ai pas de jugement envers cette personne, je vous aime tous, vous êtes profondément précieux. Non, des fois t'as envie de dire va te faire foutre, tu me fais chier. Et cette colère là, eh ben c'est elle qui permet aussi, moi je pense, surtout chez certains profils de personnes, si vous vous reconnaissez, mais le profil que tu as décrit de la personne qui vient, qui a cette énergie, qui a ce feu, il y a des gens, ils sont pas colériques de nature, c'est pas leur nature, donc on va pas non plus leur demander, mais si on est colérique de nature, qu'on a la foi qui fonctionne bien, on y va. Et en même temps, quand on est ça, cette part-là de nous, c'est ce qui permet d'accéder à certains endroits de plaisir et justement à une vie orgasmique. Est-ce que tu peux faire le lien entre j'accueille ma colère, qui je suis, j'accueille ces parts dites sombres de moi qui font vraiment flipper, dark side, et ça me permet d'accéder au jeu de la vie. Vie orgasmique, c'est ça, c'est le jeu de la vie. Est-ce que tu peux faire le lien? Oui. Merci. Donc, l'interview est finie, voilà, au revoir. Alors en fait, je vais utiliser une petite métaphore que j'ai utilisée dans le programme Jouissance. Si tu as un amant, vous avez un amant. Ceux qui écoutent, mettez-vous dans un scénario visuel. Même les personnes mariées, hein. Jouez le jeu. Nous ton mari. Mais c'est mieux si on repart à zéro de quand tu commences à découvrir quelqu'un, c'est ton amant. Tu le ramènes à la maison. Par contre, dans ta maison, il y a des trucs vraiment dégueulasses. Il y a un cadavre. Il y a un cadavre et il y a un animal tout boiteux, tout vermine. Quand tu l'amènes chez toi, tu lui dis d'attendre derrière la porte et tu caches tous les trucs dégueulasses, les poubelles pas sorties, les fringues qui puent, le cadavre et le chien à moitié mort. Tu caches tout ça derrière un rideau et tu fais venir ton amant dans la pièce. Est-ce que tu penses vraiment que là, si vous faites une petite soirée intime, tu vas t'abandonner et tu vas pouvoir complètement lâcher prise et être dans une énergie de ouverture totale et de présence tellement sereine et décomplexée, alors que tu sais qu'il y a des trucs qui sont sur le point de sortir, là le cadavre il est en train de sortir du rideau. Non, tu peux pas jouir quand tu sais que les cadavres ils sont juste là et qu'ils sont sur le point de tomber dans la pièce. Donc ça c'est une métaphore complètement basique pour parler de ce rapport énergétique qu'il y a en nous quand il y a des choses qui vibrent, qui vrombrissent et que on essaie de les cacher. Il va tout le temps y avoir une partie de notre énergie qui est occupée à les cacher, à les contenir, à les retenir. Et moi, je travaille depuis 3 ans activement avec des femmes pour les aider à avoir retrouver confiance en leur corps, en leur jouissance, en leur énergie. Énormément de femmes me disent « J'ai trop peur de jouir, je sais pas ce qui va sortir. » Bah, tu m'étonnes. Puisque dans nos sociétés, on n'a pas le droit d'être une femme en colère, on n'a pas le droit d'être une femme qui pose ses limites de façon virulente, que du coup, depuis qu'on est toute petite, on essaie d'être des good girls, qu'on a 3000 trucs qui sont en mode genre ça va pas à l'intérieur. Bien sûr que tu as peur de jouir, parce que la jouissance, c'est le moment où il y a tellement d'énergie qui te traverse que tu lâches prise. Et ça passe. Et tu peux te mettre à faire des bruits nets, tu peux te mettre à avoir des convulsions, tu peux te mettre à avoir ton âme qui part visiter des mondes, tu peux
laisser complètement s'exprimer des parts de toi qui sont en général contenues par ta conscience contrôlante, ton bon sens, ta rationalité. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes autour de moi qui prennent le plus de plaisir sexuellement sont les femmes qui ont déjà fait un décloisonnement de ce qui est bien, la bienséance et ce qui est mal, et qui ont un peu plus de place. C'est pas étriqué. Plus il y a de contrôle, plus il y a de rationalité sur là, tu es la bonne personne que tu dois être. C'est un périmètre délimité très précis. Et tout ce qu'il y a autour, c'est pas permis. Et la personne ne s'autorise jamais à en sortir. Plus ça va être difficile pour cette personne de jouir. Parce que la jouissance, c'est un full let go. Donc c'est le lien que je fais. Ok. Plus tu... Excuse-moi. Non, mais si. Plus tu réintègres... Pardon. Plus tu réintègres ta colère, Ouais. et plus tu t'habitues à faire confiance à « Oh la vache, là, ça veut... Il y a un truc à l'intérieur de moi, je vais lui faire confiance. » Plus ça fait que le moment de jouissance, et ça c'est pas obligé d'être sexuel, ça va être vraiment dans tous les aspects de ta vie, ça sera omniprésent. On pourrait aller un peu plus sur le fait aussi que la colère elle-même est jouissance. Mais c'est justement là-dessus que j'avais envie de te renvoyer par rapport à ce que tu dis. Là, du coup, on était dans la zone de l'intimité sexuelle. La jouissance de la vie, c'est en dehors du lit. Et ça se passe dans plein de choses et dans des décisions un peu à chaque instant. Est-ce que tu peux nous raconter comment on fait pour être dans une certaine jouissance de la vie, dans la joie, un peu ce que tu as raconté tout à l'heure à l'Ecstatic Dance, mais comment on fait et pour que ça s'incarne, mais vraiment dans tous les domaines de notre vie, c'est-à-dire pas seulement la vie où je sors avec mes potes et je m'amuse, mais aussi la vie, que ce soit la vie de contribution, la vie professionnelle, la vie de voyage, parce que tu es beaucoup en mode digital nomade aussi où tu voyages beaucoup, la vie peut-être avec des projets, avec des amis, enfin tu vois, surtout dans tout l'envers du décor. Juste avant que tu répondes, je donne une petite précision. Je me souviens, il y a 10 ans, ma psy m'avait dit que j'étais quelqu'un qui était pas du tout libre et que j'étais hyper coincée. Et je lui avais dit, moi, franchement, j'avais explosé de rire. Mais vraiment, j'étais sur le siège de la psy et j'avais explosé de rire, mais comme ça, en disant, mais toi, tu m'as pas vu tous les soirs en boîte de nuit sur scène, quoi. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, ouais, mais t'as besoin de boire de l'alcool, Amandine, pour te décoincer. Donc non, tu n'es pas du tout quelqu'un de libre. Et en fait, mon rire s'est arrêté d'un seul coup. Et j'ai fait, ah, oui. Et là a commencé un chemin. Est-ce que tu peux raconter ce qu'il y a derrière, justement, mais dans un état de conscience naturelle, hein, sans substance? Oui. Alors, c'est rigolo parce que quand t'as dit ça, la première chose qui se passe dans mon esprit, c'est est-ce que je suis légitime pour parler de ça? Parce que vous me verrez au quotidien, je suis quelqu'un qui est bien 50% dépressive, 50% profondément bénie et heureuse. Mais j'ai beaucoup de temps où je sens des choses très dures et je suis quelqu'un qui fait actuellement le deuil que cet état dépressif n'est pas forcément lié à un trauma et que c'est peut-être juste une énergie que je contacte naturellement et qui revient. Du coup, la première chose quand t'as dit ça, c'est genre, est-ce que moi je suis en jouissance de la vie? Et j'ai fait, mais oui, je suis en jouissance de la vie, puisque même cet état dépressif, en fait, j'ai appris à le sentir et à le laisser être tellement qu'il ne me... Déjà, je le refoule pas et qu'il me fait vivre des choses que je regrette pour rien au monde et je suis trop heureuse de découvrir cet abysse qui est des fois... c'est costaud, mais je me sens tellement vivante et je me sens tellement pleine et juste et je crois que je suis profondément amoureuse de cette permission que je me donne d'être totale. Et du coup, pour répondre à la question, un truc que j'ai remarqué, j'adore parce que ce qui se passe en sexualité physique, tu vois, le sexe, parle de tout. J'adore ça. Imagine, tu as un partenaire sexuel et tu as un orgasme parce qu'il t'a touché le clitoris en même temps qu'il t'a touché la vulve d'une façon vraiment genre waouh, et là t'as pris ton pied comme jamais, t'es monté au 7e ciel, incroyable. Si jamais tu t'accroches à ça et que tu essayes de reproduire la même chose le lendemain, tu es certaine que tu vas pas jouir. Tu le sais ça? Ah, je le sais, c'est l'expérience de ma vie.
de s'attacher à l'effet waouh, en fait, et du coup fermer des portes. Donc, en fait, là-dedans, un truc que moi je dis souvent aux femmes que j'accompagne, c'est, ou même les hommes, surtout les hommes en fait, c'est est-ce que c'est pas magique et miraculeux cette énergie de vie? Si la jouissance c'était un bouton on-off, genre tu jouis, j'ai trouvé le bouton, c'est là, tu jouis. Mais on n'en aurait rien à foutre de la jouissance parce qu'on est en mode genre bah c'est là, j'appuie dessus, je jouis, c'est banal en fait. C'est presque déconcertant de banalité. De la même façon que tu urines, tu t'en fous d'uriner parce que c'est automatique. J'urine. La jouissance, c'est Alan Watts qui écoutait ça. J'écoutais beaucoup Alan Watts ces dernières années. Un personnage que j'aime beaucoup, qui était à la fois taoïste et prêtre. Enfin, incroyable personnage. Il a commencé à écrire des livres à 16 ans. N'importe quoi. Et c'est Alan Watts. Okay. Une des figures que j'aime d'amour. Et il expliquait que la sexualité nous excite autant parce qu'elle est tellement taboue. Et que si elle n'était pas taboue, on s'en foutrait. Et du coup, il remerciait l'Église. Il était en mode, il faut vraiment qu'on remette beaucoup d'affection et de reconnaissance pour toutes les choses qui font que certaines choses dans notre vie sont complexes et qu'elles nous demandent un peu de batailler parce que c'est ça qui fait qu'on a de la saveur et qu'on aime. Si c'était automatique, on n'aimerait pas. Donc, pour revenir à ta question de comment mettre de la jouissance dans sa vie, pour moi, c'est vraiment d'aimer et de tomber amoureux de ce phénomène-là. C'est pas constant, ça fluctue. Si c'était tous les soirs, tu sais que ton mec, il vient et hop là, on va avoir 3 mouvements, on sait qu'on orgasme, tu t'en foutrais. C'est le fait que ce soit Kinder Surprise, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, qui est excitant. C'est le fait que il va y avoir des fois où ça va pas du tout marcher alors que vous faites tout ce que vous aimez d'habitude. Il va y avoir le fait que ça fluctue. Le fait qu'il y ait des moments où c'est pas du tout ce que vous croyez que vous aimez, que vous aimez d'un seul coup. Ah, c'est BDSM. Et la semaine d'après, c'est en fait, on a envie que ce soit angélique. C'est ça qui fait qu'on jouit. Et du coup, dans la vie, si jamais tu es capable d'extrapoler ce qu'on est en train de dire là, et de te dire, c'est parce que je suis dépressive que après ma non-dépression arrive, que là, d'un seul coup, je suis en mode genre, waouh, plaisir, douceur. C'est parce que je viens de passer 1 an en France, où c'était mentaliste, à fond dans la sphère mentale, c'est très mental, la France, que là, j'arrive à Bali et que je suis en mode, oh, douceur de vivre. Mais si je vivais perpétuellement à Bali, je ne sentirais pas ça. Et moi, j'aime bien parler de la métaphore du printemps. On a le goût du printemps où on chérit le parfum des fleurs et le bruit des bourdons qui arrivent et des oiseaux qui reviennent parce qu'on a connu l'hiver et que l'hiver était vide de ça et que c'est le vide est plein qui fait le contraste, qui fait qu'on a des réalisations de ce goût. Donc pour moi, pour remettre de la jouissance dans sa vie, il y a le fait d'être dans la non-résistance des fluctuations, la gratitude des contrastes, l'amour de nos moments qu'on pourrait juger comme défaillants, sombres, shadow, de vraiment les aimer pour ce qu'ils permettent avant de vivre autre chose. Et en fait, même dans ma façon de le présenter là, c'est pas juste parce qu'on dirait encore que je privilégie les moments plus lumineux. Mais en fait, si on est capable de tout aimer pour la place que ça a et le rôle que ça a, là, on rentre dans une jouissance profonde. Merci de parler de ça sur le podcast. On dit souvent que, bon, déjà que les clowns sont des grands dépressifs. Les personnes qui font du stand-up aussi. Donc moi, j'ai écouté beaucoup d'interviews de personnes qui font du stand-up, des spectacles humoristiques parce que, voilà, je voulais remonter sur scène, donc j'écoutais un peu ce qui se passait, l'envers du décor. Oui, la majorité des personnes qui font de l'humour sont des dépressifs, que ce soit Blanche Gardin, Gad Elmaleh, il y a Pnamnoktitos, je sais jamais, c'est un grec, un jeune qui a peut-être 25-26 ans, qui a sorti un livre d'ailleurs sur un peu la dépression, qui fait du stand-up. Et moi, ça m'a beaucoup interloquée. Je me suis posé beaucoup de questions sur qui sont ces personnes en fait qui se réalisent, qui font quelque chose qui les nourrit, qui sont sur scène et qui brillent et en même temps contactent d'autres états. Et je pense que ça renvoie aussi avec ce que tu es en train de dire. Et que du coup, ça renvoie à un choix de vie, en fait. Un choix de vie, est-ce que je veux une certaine paix et quelque chose qui ne soit pas
un peu en quelque sorte en dents de scie. Parce que ça peut être un choix aussi. Enfin, c'est un choix. On le sait, on choisit et on ne choisit pas. Il y a les deux, mais ça peut être aussi un choix de se dire, moi je sais que par exemple, ma psy la dernière fois elle m'a dit, mais en fait, Amandine, t'as contacté une telle intensité là que tu tombes de l'intensité que tu as contactée et accueille ça en fait, sans tomber dedans, mais accueille ça. Et voilà, je pense que ça renvoie à ça. Là, je sors d'un stage de clown. J'ai fait j'ai fait 4 jours de stage de clown sacré qui s'appelait plutôt Folle Sagesse avec Benjamin Bouguier. Et on travaillait sur le fait de contacter notre fripon divin, le fripon divin est un archétype qui est mentionné dans la tradition tibétaine. Et en fait, les exercices qu'on faisait consistaient à monter sur scène avec un nez et à ne rien jouer. C'est terrible un clown qui a une stratégie et qui essaye de faire rire en faisant un truc prémédité, anticipé. C'est catastrophique, ça se voit tout de suite et c'est pas du tout drôle. Par contre, quand tu mets le nez et que tu montes sur scène et que par exemple, imagine c'est banal, là par exemple justement il se passe rien pour toi et que tu vas voir le public et tu fais genre bah là désolé, là c'est banal. Et en fait, ce qui était flagrant dans le stage, c'est que ce qui nous a émus aux larmes ou ce qui nous a fait profondément rire à nous pisser dessus, c'était quand quelqu'un était dans son authenticité pure de par exemple, bah c'est la banalité, et de voir que la personne était un peu déconcertée de sa propre banalité et de voir comment elle tire ce fil-là, c'était d'une grâce supérieure en fait. Il y avait vraiment une beauté à être témoin d'un humain qui est ce qu'il est, sans faux semblant, sans chercher à échapper à la vérité de ce qui est là présent. Et moi, du coup, c'était très beau parce que j'ai eu 2 clowns différents qui se sont manifestés. Il y a eu un clown qui était vraiment profondément dépressif et qui était à la fois hilarant de dépression. Moi, ça m'a permis de tomber follement amoureuse de « Mais oui, je suis ça, j'ai toujours essayé de guérir ça. » Mais il y a une part de tomber amoureuse. Comme, en fait, c'est là où j'aime bien parler d'amour supérieur. C'est, attends, on croit en la source. Donc, tout ce qui est manifesté est un jeu de la source. Et nous, on est là, les humains, à dire ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est oui, ça c'est non, alors qu'on croit en la source, alors qu'on croit en Dieu. On croit en une force créatrice et on sait que cette force créatrice a tout créé. Tout émerge d'elle. On est tellement immature à diviser, un peu comme si comment on appelle, disséquer. On dissecte la réalité en disant ça, du coup, ça serait la bonne source, ça, c'est la mauvaise source, ça, c'est Dieu, ça, c'est Satan. What the fuck? Juste accepter, en fait, que tout est le jeu et que tout joue son rôle et que s'il n'y avait pas ces choses qu'on juge comme sataniques, négatives, il n'y aurait pas toutes les autres. Et donc, je sais que quand on ouvre cette porte-là, les gens sont complètement déconcertés, ils savent plus quoi faire. Mais vraiment, si vous regardez, sincèrement, vous allez au fond du trou avec Alice au Pays des Merveilles, vous allez avec le lapin jusqu'au bout de cette réflexion, vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'on a dit ça c'est satanique, du coup on n'en veut pas, ça a juste créé énormément de dégâts et ça crée beaucoup plus de division et ça crée beaucoup plus de mal. Et si on regarde les croisades et tout ce qui s'est passé dans la vie des guerres spirituelles, parce qu'elles croyaient avoir une bonne version de la vérité, et tu te rends compte qu'en fait, l'amour supérieur, c'est un état où tu vois quelque chose qui est différent, quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose que tu veux sentir, mais tu es capable de l'aimer tel quel. D'un seul coup, tout se transforme. Et nous, dans le stage du fripon divin, c'est ça qu'on apprenait à faire. C'est, tu l'aimes pas cette partie de toi? Bah, regarde ce qui se passe si tu restes avec. Et que plutôt que d'essayer de la changer, la transformer, la buter, qu'est-ce qui se passe si tu l'aimes? Et on a tous peur. Toutes les versions de nous qui nous ont fait souffrir, on a terriblement peur d'être avec. On a le vertige, on est en mode genre c'est le diable, c'est mon démon. On dit souvent c'est mon démon. Et moi j'ai souvent dit que ma dépression c'était mon démon, que mon chaos c'était mon démon. Et tant que je le jugeais tant que je le jugeais tel quel, j'ai comme par hasard
attirer à moi encore plus de situations conflictuelles, séparatrices et énormément de divisions. Et là, depuis que je suis en train de jouer à tomber follement amoureuse de ma dépression, à l'aimer comme on aimerait un petit enfant qui fait un caprice et on l'aide à revenir à une zone de paix. Je t'aime, dépression. T'as besoin de quelque chose, t'exprimes quelque chose, je suis là, je suis avec toi, je te respecte, je t'écoute. Pareil avec mon chaos, je t'aime, je te respecte, je t'écoute. Comme par hasard, j'ascensionne vers des états de paix et d'unité et d'amour des autres beaucoup plus larges. Donc c'est vraiment un pari. Et je pense que pour moi, c'est la posture que j'ai aujourd'hui. Je me positionne dans tout ce que je vais proposer, vraiment dans cet axe de réintégration d'ombre et de lumière. Et je sais que ça fait peur, parce qu'on parle de fréquence, on sait qu'on a la loi de la manifestation. Mais si on parle de non-dualité, et là je vois dans le collectif, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent au fait que la non-dualité, ça veut dire que tout est la source. Et les gens sont de plus en plus en train de se réveiller à ça. Ça veut dire que la personne qui a un comportement que tu pourrais juger de profondément néfaste, c'est la source et ça joue son rôle. Et alors, dans ce nuage de pensée-là, dans ce schéma de pensée, qu'est-ce qui se passe en termes de leadership quand, par exemple, tu es en lien avec quelqu'un et que la personne, elle va... En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis obligée de le préciser parce que sinon ma question va pas la comprendre. Moi, j'ai une croyance un peu différente, c'est-à-dire que il y a des parts d'ombre qui sont des ombres et qui peuvent être la source pour illuminer, mais je pense qu'il y a du truc vraiment pas clean. Et je pense que dans l'invisible et dans le cosmique, je pense que tout n'est pas amour. Donc ça, c'est ma croyance. Mais du coup, on n'a pas la même. Oui, je tiens à préciser que c'est ok, hein, de pas avoir la même croyance, mais ça me permet de préciser ma question. Mais tout n'est pas amour. Ouais. Tout n'est pas amour, mais ça sert son rôle. Rappelle-moi ce que je t'ai dit sur le kyste que j'ai eu à l'épaule. Oui. Alors, j'ai donné... Juste avant qu'on fasse l'interview, je parle du fait que moi, j'ai eu une expérience qui paraissait du genre « Oh my God, j'ai été possédée par une entité ». Parce que j'ai fait un soin énergétique à un ex dans un moment d'intimité où j'ai essayé un peu de jouer le rôle de la thérapeute. Je vais t'aider, un peu sauveuse. J'ai fait un soin énergétique à cet ex et en fait, comme par hasard, j'ai vraiment développé un énorme kyste et je suis complètement bloquée du côté droit depuis que j'ai fait ça. Et il y avait vraiment pendant plusieurs semaines l'idée que cet homme était possédé par quelque chose de pas bon et que c'est moi qui l'ai récupéré. Sauf qu'en fait, si on tire le fil, le fait que j'ai le kyste là, omoplate droite, c'est le bouclier. Je sais pas si vous êtes au courant, mais toutes les parties du corps correspondent à des parties de notre conscience. Donc en fait, mon omoplate, c'est comment je me protège. C'est mon bouclier qui a du coup grossi. Donc ça m'a montré que j'étais en défensive plus. Comme par hasard, je me retrouve à avoir plus de défensive vis-à-vis du côté droit masculin. Et ça me permet de tirer le fil. Donc cette pseudo-entité qui vient me posséder, ce truc-là qui vient me parasiter, comme j'ai eu des parasites quand j'étais au Guatemala, mais qui m'ont montré que j'avais des problèmes émotionnels, que j'avais vraiment besoin de dégager des choses. Pour moi, même les entités sataniques, putrides, l'ombre dégueulasse, sert son rôle. Eh ben, ça me fait penser à quelque chose. Je rebondis. Non, mais c'est vrai, parce que moi, j'ai vu à quel point, si je reprends l'histoire de moi avec la drogue, qui du coup, j'ai vraiment été accrochée à des entités bien pourries, ça me permet aujourd'hui de diffuser mon message. Donc, je suis vraiment 100% d'accord avec toi. Yes. Il y a quelque chose que t'as dit tout à l'heure quand on parlait, hein. Quand on parlait juste toutes les deux. T'as dit quelque chose, t'as dit non, mais ça, par contre, je le prends pas, je vais pas dedans. Et je pense qu'il y a un truc, je sais plus à quoi tu parlais, mais il y a un truc important aussi dans la vie orgasmique, c'est que nous, les êtres humains, on peut choisir, surtout les êtres humains profonds, qui sont guérisseurs dans l'âme, c'est-à-dire, oh, une mémoire, je vais libérer la mémoire, je vais la libérer. Et ben, on pourrait passer notre temps à guérir. Et moi, c'est un écueil que je vois avec mes clientes, qui sont de très grandes guérisseuses, mais vraiment de très grandes guérisseuses. Mais c'est un peu comme à une époque, j'ai accompagné beaucoup de médiums, c'est plus trop le cas aujourd'hui, et qui entendaient des voix, je disais, mais ferme les portes. On n'est pas là on va pas faire le passage d'âme de la terre entière quand même, enfin tu vois.
Et t'en parlais aussi quand on Oui. était dans l'intime, c'est de ce choix aussi de se dire, ok, je plonge là-dedans, parce que ça va libérer une mémoire, mais il y a un moment aussi, je fais ce choix profond de me dire oui et de m'amener aussi de la légèreté et de l'amour sur mon chemin. En fait, c'est amour et le fin mot. Et c'est incroyable. Pour moi, on est à l'école de l'amour sur Terre. Vraiment. Et il y a une petite chanson que moi, je chante à toutes mes retraites, tous mes stages, qui est Escuelita del amor, escuelita, escuela, escuelita del amor, escuelita, escuela, la 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 la. C'est vraiment important de se rappeler, on est en initiation pour mesurer combien on peut, on doit, on mérite de s'aimer, mais on est tous un peu en train de décoder qu'est-ce que ça veut vraiment dire ça. Et pour moi, le discernement et la juste mesure sont des formes d'amour supérieur, c'est-à-dire qu'il faut s'aimer à un certain point pour se rendre compte qu'on est en train de s'user, de se perdre à essayer d'être un sauveur, ou qu'on est en train de s'user, de se perdre à essayer d'être amour tout le temps, par exemple, que c'est en fait c'est éreintant, et qu'il y a d'autres choses qu'on a besoin, mais c'est un apprentissage d'apprendre que en fait ça c'est amour, que mettre une limite c'est amour, mais c'est aussi un apprentissage de se rendre compte que mettre trop de limites c'est pas amour. C'est là où en fait c'est hyper subtil. Ce que je suis en train de réaliser, c'est pour ça que c'est pas facile d'avoir une posture juste en tant que personne qui est thérapeute, coach ou quelque chose comme ça, parce que c'est tellement fluctuant et il faut vraiment mettre du juste mesure partout. Et c'est pour ça que j'essaie de pas faire trop de programmes globalisés. Moi, j'essaie de rester dans dans le sur-mesure, mais c'est pas facile. Parce que j'adore, c'est un peu l'image de l'homéopathie c'est le bon dosage qui fait que c'est pas un poison. Donc, par exemple, quelqu'un qui va dire « Ah d'accord, j'ai écouté ce podcast avec ces deux nanas et ils disaient c'était génial de réintégrer sa colère. J'y vais. » Et je les ai tous défoncés. Et maintenant, j'ai plus de famille. J'ai plus d'amis, j'ai plus de famille. J'ai bien exprimé ma colère. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, tu souffres de ouf. Parce qu'en fait, c'était pas juste. Il y avait aucun discernement, que tu y allais comme un bélier. T'as tout défoncé. Tu t'es abîmé. Et c'est comme la colère. Il y a un ami, non en fait d'ailleurs c'est ce fameux ex du kyste, qui m'a dit la colère est un poison pour la personne qui l'exprime, pas pour la personne qui reçoit. C'est un poison pour la personne qui l'exprime, parce que ne serait-ce que quand tu cries, tu as mal au corps vocal. Quand moi j'étais dépressive, ce qui était fascinant, c'est que je suis tombée dans des journées, à des semaines, des mois, à pleurer dans un lit et à plus m'alimenter. Et en fait, je me faisais mal, c'est-à-dire que pleurer me faisait mal, j'étais mal. Et que c'est là où, en fait, il y a vraiment... Je crois que la seule chose qu'il faudrait enseigner, c'est l'amour, pour que les gens reprennent le goût de s'aimer et le goût de prendre soin de eux-mêmes, pour que tout soit juste dans ce qu'il y a besoin dans l'instant T. Par exemple, oui, il y a besoin d'exprimer tes émotions, mais tu vas voir qu'il y a un moment où là, tu es en train de te faire souffrir. Tu te fais souffrir à réouvrir la boîte de la souffrance, le pathos, et je revois ces gens qui m'ont fait des trucs pas justes, ok. Et là, tu vois, non, tu sens que tu es en train de cultiver un truc vraiment vinaigré, toxique, et tu sens que ça te fait pas du bien, tu vois que tu perds ta vitalité. Alors moi, une super question que j'aime poser aux gens, et on peut un peu tirer les fils là-dessus si tu veux, c'est vraiment de demander aux gens, qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Quand est-ce que tu as remarqué que tu étais particulièrement bien? Qu'est-ce qui te fait ça? Et essayer de grandir en maturité et en lucidité sur « je vais faire ce qui me fait du bien ». Et du coup, là, on arrive à quelque chose de profondément juste. C'est-à-dire que dire sa vérité, ça va être bien que dans certains contextes. Exprimer sa colère, ça va être bien que dans certains contextes. Être dans même Beata, danse extatique libre, j'aurais pu, vous voyez, si on revient sur quelque chose qui a l'air très positif, j'aurais pu aussi être dans une performance qui est en mode genre, regardez-moi, regardez, je suis trop originale. Mais là, en fait, je me fais du mal parce que du coup, forcément, on va pas me regarder ou on va pas me donner ce petit truc que je cherche et je crée une fréquence de la frustration. Donc tout, absolument tout, peut être une médecine ou un poison. Ça dépend de si vous êtes en train de respecter ce qui a le goût d'amour à l'intérieur. Et dire à quelqu'un d'aller se faire foutre peut avoir le goût d'un amour profond. Mais grave. Mais on peut vraiment, on peut dire, avec tout mon respect,
là, va te faire enculer. Là, vraiment, c'est la limite. Boundary. Couper avec des proches peut être un geste d'amour fondamental pour eux et pour nous. Quand on a compris, il y a quelque chose de profondément toxique qui se Ton joue là. schéma est tordu. Voilà, je coupe. Comme ça peut être aussi source de souffrance, mais c'est à nous, à force de grandir en amour pour nous et pour toute l'humanité, de sentir qu'il va y avoir des amours qui vont aussi avoir des charges de douleur, mais on va sentir qu'il y a plus d'amour dedans, même si ça s'accompagne de souffrance. Et du coup, là, tu parles d'amour. Il y a des animaux sur cette terre qui amènent les codes de l'amour. Alors, on va vous faire deviner. Alors, ce sont des animaux qui sont dans la mer. C'est quand même des animaux que les enfants adorent beaucoup, ces animaux-là. Ce sont des cétacés. Ils sont énormissimes. Vous aurez deviné, ce sont les baleines. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, bon, je vais faire ma coquine, mais je crois que tout le vivant est porteur d'amour. Pardon, Amandine, je pète ton... En fait, tout. Alors, mais c'est là, genre, pardon les gars, mais genre, quelqu'un qui te heurte est porteur d'amour. En fait, je vais raconter une petite anecdote personnelle. Actuellement, je suis en train de vivre quelque chose familial de vraiment très très éprouvant. Je suis en train de vivre la séparation magistrale avec ma famille. Et à un niveau, il y a quelque chose qui pour moi est d'une profonde souffrance d'être coupée, dégagée de mon cercle familial. Mais il y a une évidence magistrale, c'est que les personnes à l'origine de ça sont mes maîtres supérieurs d'amour parce qu'en faisant ça, ils sont en train de me muscler à me choisir moi, me muscler à me faire confiance à moi, à un degré que je ne pourrais jamais atteindre s'il n'y avait pas ce qu'on pourrait appeler une énergie de bourreau. Vous voyez, il y a « Oh, c'est à cause de eux que je souffre ». Non, c'est eux qui sont en train de m'apprendre un amour supérieur. C'est juste, ça n'a pas l'emballage joli, mignon de la Saint-Valentin. Ça a l'emballage d'une massue. Ça a l'emballage d'un gun. Mais c'est l'amour. Donc, en fait, pour revenir aux baleines, parce que tout est amour. Pour moi, c'est genre juste, on s'y attend pas, mais tout est ton enseignant d'amour. Sur un plan. Attention, on fera un autre débat. On va parler des baleines. En fait, il se passe quelque chose en ce moment de sublimissime. Vous voyez qu'il y a plein d'extinctions. Il y a plein d'extinctions animalières sur la planète Terre en ce moment. Et on pourrait le voir comme un degré 1, très 3D. On peut le voir comme les humains sont vraiment des fils de pute. Ils ont tout niqué. Ils ont tout défoncé. C'est à cause de eux que les animaux disparaissent. On peut le voir aussi comme un plan numéro 2. Où on se dit, l'humain ascensionne vers une conscience tellement particulière qu'il n'a plus autant besoin des animaux. Du coup, ce qui n'est plus nécessaire pour porter certaines consciences disparaît. Et là, c'est vraiment une notion de conscience unifiée, c'est-à-dire de se rendre compte que nous sommes que de passage sur Terre, nous sommes que en train de faire une expérience de conscience et que l'on ascensionne et que peut-être la Terre n'existera plus dans un certain temps parce qu'on aura tous pivoté en termes de la conscience évolue, elle n'a plus besoin de certaines choses. Donc, je vous demande pardon parce que ceci est un propos qui peut être très triggering, je sais pas comment on dit ça. Heurtant ou Ouais. Déclenchant. Voilà, parce qu'en fait, c'est là où il faut vraiment se rendre compte que quand on est humain, on va de plus en plus naviguer à multiplans. Il y a le plan 3D où il faut continuer à préserver la nature, il faut continuer à chérir Pachamama et à s'en occuper. Mais il y a aussi un plan de haute confiance. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui est à l'œuvre et on fait confiance au grand plan. Mais dans ce contexte-là, les animaux qui demeurent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils se rapprochent incroyablement des humains. Est-ce que vous avez remarqué, moi je suis choquée sur les réseaux sociaux, des orques qui viennent nager avec les gens, des dauphins qui viennent se rapprocher des plages, les baleines qui vont de plus en plus proches des humains. Moi j'ai vu des vidéos trop drôles de cerfs qui viennent jouer au foot avec des petits garçons au Canada, genre des gens qui sont en train de jouer au foot, d'un seul coup il y a des cerfs qui viennent jouer. Les animaux sont en train de se rapprocher des humains et il y a vraiment un appel de les gars, on a des trucs à vous partager. On a une énergie à vous donner. On veut vous dire des choses. Et personnellement, j'ai été
contactée par les baleines. C'est-à-dire que j'ai, depuis 3 ans, eu plusieurs états de conscience amplifiés où quand je rentre vraiment, c'est des états de méditation, ou c'est des états de telle présence que d'un seul coup, pouf, ma conscience s'ouvre à bien plus que ce que je suis physiquement. Et à chaque fois qu'il se passe ça, je suis énergétiquement avec les baleines. Je suis moi-même baleine et avec les baleines. Et il y a eu vraiment un appel de on veut transférer les codes de l'amour universel. On veut montrer l'amour et la bienveillance que la force de vie a pour toutes ces créatures. Je répète ça. Les animaux, beaucoup des animaux, nous apprennent l'amour inconditionnel pour toutes les créatures. C'est pour ça que moi, j'en ai rien à foutre des histoires de haut astral, bas astral, bonne entité, mauvaise entité. C'est amour pour toutes les créatures. Attention, amour ne veut pas dire vas-y, pénètre-moi, habite-moi, occupe tout mon espace. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est quoi l'amour? Hein, Amandine? L'amour, tiens, c'est intéressant. J'adore, comme s'il n'y avait pas des milliers de philosophes et des milliers de spirituels qui avaient essayé de le définir. Moi, je dirais l'amour dans mon corps. Comment je le sens. C'est une petite boule de lumière, c'est tellement enfantin, mais c'est une petite boule de lumière qui grandit, qui fait que quand je me déplace dehors, il n'y a plus de peur. C'est-à-dire, je ne fais qu'un qu'avec l'autre et je sens un sentiment de cohésion et en même temps une certaine lucidité. C'est pas un truc qui me bloque. Il y a du discernement en fait dans l'amour. Il y a beaucoup de discernement. Et je pense c'est une qu'il y a action juste en fait. c'est une action très juste. Et je pense que tu vois, il y a beaucoup de quand on se balade, il y a beaucoup de personnes ou même par exemple quand on sort d'un stage de tantra, pour toutes les personnes qui ont fait des stages de tantra, normalement si on est avec un bon facilitateur, la personne vous recadre un peu avant de partir dans le monde extérieur, pour pas être en mode wouhou et puis je suis en amour avec tout le monde, mais reprendre cette couche de discernement. Et ouais, sentir il y a une légèreté d'être dans le corps. Donc moi je dirais que c'est ça. Mais c'est sensationnel, c'est en termes de sensation que je vous le décris. Mais ouais. Alors, moi, tu vois, pour répondre à la question de qu'est-ce que c'est que l'amour, je pense que j'ai d'abord besoin de préciser que nous, les humains, on est comme des postes de radio et qu'on s'expérimente comme une radio, tu pourrais la brancher à différentes fréquences. Nous, on va s'expérimenter à différentes fréquences. Et qu'il y a indéniablement, toujours, absolument, omniprésent en toile de fond, la paix. C'est-à-dire que tu peux être la pire des truandes, tu peux être un truand, un criminel qui a fait des atrocités, tu peux être un tortionnaire. Et quand tu viens méditer et que tu te connectes à ton cœur et à ton essence fondamentale, tu es la paix universelle. Et très proche de ça, il y a l'amour. Mais je crois que là, ce que beaucoup d'enseignants spirituels appellent la toile de fond ou l'énergie première, ce qui ne fluctue pas. Vous savez, Ram Dass, il parle de loving awareness. Aujourd'hui, on l'entend, il est remixé sur toutes les chansons un peu techno, smooth. Et on entend la voix de Ram Dass qui parle de loving awareness. You are loving awareness. Qui se traduit pas en tu es en train d'aimer la conscience, non. C'est la conscience qui aime. C'est la toile de fond. Donc je précise le fait que du coup, dans chaque instant, on est un peu comme, vous voyez, les chakras, c'est rouge à violet. On peut se vivre dans son chakra racine et être profondément terrestre, comme on peut se vivre dans son chakra violet et être extrêmement astral. On peut se vivre dans l'instant T. Et c'est là ce qui est fascinant d'être à Ubud, c'est qu'on sent que les gens, ils sont un peu plus dans les chakras du haut ici. Ils sont pas très ancrés. Il y a un manque de rouge, là. Mais il n'y a rien qui est bien ou mal. C'est juste pour se rappeler que l'être humain, dans chaque moment, peut se vivre à différents plans. Et qu'il y a un plan qui subsiste éternellement et qui est celui qui ne fluctue pas. Par exemple, moi, je peux être une terrienne passionnée qui adore la bouffe, qui adore le sexe, à être à fond dans mes relations et à triper, à adorer être dans ma créativité. Là, vous voyez, c'est les différents chakras. J'adore être dans ma créativité, mon pouvoir. Waouh, je peux manifester des choses. Waouh, amour de relationnel, la connexion. Nanana. Mais il y a des fluctuations de ça. Toutes ces choses-là que je vous dis, elles fluctuent. Il y a une chose qui ne fluctue pas et qui, quand vous allez le contacter, il aura toujours le même goût, c'est si vous méditez ou si vous rentrez dans un état
de profond détachement par rapport à vos croyances mentales ou les idées reçues, votre éducation, etc., qui peut absolument tout aimer et qui peut absolument tout accueillir comme c'est et qui est en paix avec ce qui est profondément. Et c'est pas un jugement, c'est pas un attachement, c'est un état d'être. Pour moi, c'est ça l'amour. Et du coup, c'est assez différent de l'amour qu'on vit passionnellement, qui serait peut-être un peu plus le chakra du cœur. On est en mode genre, oh, je sens une telle connexion avec toi, j'adore, j'ai envie de te voir souvent. Et même nous, on était en mode genre, waouh, on s'est rencontrés, on était en mode genre, passer toute la journée ensemble, génial. Fusion, on fusionne, unité. Et qui se raconte aussi des histoires parce qu'on s'aime, parce qu'on a des points de ressemblance et qu'on est en mode genre, waouh, on voit que ça clique, on voit qu'on peut s'entraider, on voit qu'on va encore plus s'amuser si on visite au bout ensemble. Donc c'est très conditionné. Mais il y a un état où tu pourrais avoir cet état d'amour avec même la personne qui t'insulte. Tu rentres à l'intérieur de ton cœur et il y a un état qui peut être vraiment en constat de ce qui est en train de se passer. La personne est en train de te hurler dessus et toi tu peux juste être en mode c'est ok. J'ai un accueil de ce qui est, un état d'être très serein avec ce qui est. Et donc, la petite histoire spirituelle qu'on nous dit depuis la nuit des temps, que le Christ a véhiculé beaucoup, c'est que on est invité, les humains, à ascensionner vers cet état d'amour en arrêtant de prendre tellement au sérieux tout ce qui se passe dans le plan des fluctuations et de se rappeler que, quoi qu'il arrive, la conscience aime son jeu, elle aime son rêve. La conscience chérit toutes ses créatures, la conscience a un profond plaisir et un profond amour pour sa création, tout ce qu'elle est. Et nous sommes à l'école de l'amour, en train d'apprendre à faire de même. Merci. Est-ce que, pour conclure, tu peux nous dire... Pourquoi tu rigoles? En fait, il y avait quelque chose à rajouter, mais il y a un moment, voyez, il y a un moment, il faut que le contenant, il se referme et vous avez assez, je pense qu'avec tout ce qui a été partagé, je pense qu'il y a assez à intégrer. Pensez à boire un verre d'eau après avoir écouté ce podcast. Mais attends, peut-être un truc important à dire, c'est genre... C'est un jeu. Hein. En fait, vous avez vu les mots là que j'ai utilisés? La source aime son jeu. Vous vous rappelez, il y a plein de gens autour de moi que je trouve très stressés d'ascensionner en une incarnation. C'est comme s'il fallait que cette incarnation-ci, je sois déjà Jésus. Et t'es là genre, guys... Moi, je reviens. Moi, j'ai déjà dit, je reviens. J'ai des choses à faire. Non, Elle aime ici. Non. Mais un peu quand même. Mais bon, c'est bien d'aimer ici. Je crois que tu rends la source très heureuse si tu aimes ici. Non, mais il y a une partie de moi qui n'aime pas, mais il y a une partie de moi qui aime beaucoup. J'ai les deux. Mais imagine, t'es la source, t'as créé un truc. Ah, c'est hyper agréable que ce soit reçu, quoi. Genre, grève de l'incarnation tout le temps, on en a ras le cul. Pas s'incarner. Non, c'est trop beau. Et puis se rappeler que si on s'incarne, c'est qu'il y a un truc en soi qui a tellement envie, quoi. Mais oui. J'ai envie d'embrayer là-dessus sur de jouir de la vie. Et quand on faisait le spectacle Vie orgasmique, Emelle, la metteuse en scène, elle me disait, Amandine, ne dis pas jouir. Elle me disait, tu dis jouir. Et on a passé 15 minutes pour trouver la juste tonalité. Jouir. Pour dire jouir, pour qu'il y ait le jeu qui apparaisse dans le mot, en fait. Jouir. Et qui est le jouir. Enfin, on a passé beaucoup de temps. En bilan, j'ai oublié cette partie sur scène. Ah ouais? Ah merde. Et mais on a passé beaucoup de temps. Enfin, il y a un autre moment qui a été repris. Ok, c'était cool. J'ai envie de quand même que tu donnes des infos sur les baleines en fait, parce que en gros, attendez, non mais oui, parce que t'es partie là-dessus. Juste, donc moi, je vais juste résumer un tout petit peu. Les personnes qui ont envie de rejoindre Beata dans son univers, dans moins d'un mois. Là, quand ça va être publié, donc ouais, dans moins d'un mois. Donc, quelles sont les dates exactes? Du 21 au 27 août. 21 au 27 août, vous pouvez être en Équateur et vous pouvez être avec les baleines. Et vous allez être sur un bateau et à la fois, vous allez vivre des expériences à la fois d'ecstatic dance, des expériences de pratique de tantra. Donc, en gros, moi, on a été 2 femmes à se contacter complètement par hasard parce qu'on a toutes les 2 eu le message des baleines qui disent « On a des codes d'amour à vous transmettre ».
Et moi, poum, j'ouvre mes mails, message de Marina qui me dit « Béata, je te connais pas, mais j'ai l'appel, là, il faut qu'on organise une retraite avec les baleines ensemble. » Et donc moi, j'étais en mode hallucination de comment l'univers œuvre, quoi qu'on veuille, quoi. Donc, en fait, on a organisé cette retraite en Équateur. Et la retraite s'appelle Amour universel parce qu'on sent que c'est le moment que les animaux, l'univers est vraiment en train d'appeler haut et fort « Guys, vous êtes prêts ?» On a terriblement peur de l'amour, tous. On est tous dans nos petits slips en train de trembler, là, se dire ça fait mal parce que c'est l'endroit où on est le plus connecté, donc on est le plus nu, donc on est le plus vu, donc on peut plus se cacher. Quand c'est l'amour, tout connecte, tout est relié. Si je perds cet amour, Qu'est-ce qui qui je se vais être passe? après? Et en fait, donc on organise cette retraite parce qu'on sent que c'est le moment, que l'univers appelle vraiment un shift de la conscience collective énorme en ce moment de, les gars, lâchez tout ce que vous croyez est l'amour et laissez-vous expérimenter. Et là, en fait, la beauté, c'est que c'est pas moi ou Marina qui vont dire ce qu'est l'amour, c'est qu'on va aller auprès des baleines et c'est elles qui vont nous dire. Elles nous appellent, elles veulent nous voir, elles veulent qu'on goûte auprès d'elles cet amour inconditionnel universel qui transpire de toute la création. Et je sais qu'il y a des endroits où c'est très difficile de le sentir. Quand on est dans un pays comme la France, où à longueur de journée, on a les infos qui nous parlent de ce qui se passe au Moyen-Orient, et qu'on parle d'élections, et qu'on se demande comment on va finir la fin du mois, parce qu'en ce moment, la vie coûte plus cher. Là, c'est pas facile de se brancher à l'amour universel, parce que c'est pas la fréquence qui nous est le plus partagée et qui est abondante dans l'environnement. Mais quand vous allez dans un environnement plus naturel, où il y a déjà plus d'arbres, où il y a l'eau de l'océan pure, propre. À Ayampe, c'est une plage où il n'y a pas de port autour, c'est incroyablement propre, c'est préservé. Là, d'un seul coup, ce qui se passe, c'est que ça redevient une évidence, ce que l'on est à la source, ce plan fondamental. Vous savez, là, je vous parle de la toile de fond. Cette énergie qui est, avant que toutes les autres formes de création fluctuantes émergent, ça, cette toile de fond qui est amour inconditionnel pour la création, elle est omniprésente dans toute la création. C'est juste qu'il y a des environnements qui la partagent un peu plus évidemment que d'autres. Et les baleines, les plages sauvages, l'océan vont nous le partager. Et nous, on a créé un petit parcours de pratique. Donc moi, ma spécialité, c'est de faire du coup un travail de venir adresser nos blessures et nos peurs, nos résistances à cet amour. Donc je vais faire des activités autour du tantra, du breathwork pour venir libérer les blocages et les nœuds d'engorgement où on s'est interdit l'amour, ou alors on croit qu'on peut pas s'aimer soi et qu'on doit aimer les autres plus. Les fois où, par exemple, on a été blessé, les deuils qu'on a à faire, le pardon qu'on a à faire, tout ça. Donc on va le faire avec moi en particulier. Marina, elle va faire des soins aquatiques où elle va nous porter, vous savez, le watsu, où on est comme des bébés dans la matrice, dans le ventre de la mer. Elle va nous faire des soins pour se réabandonner à l'amour universel dans l'eau de l'océan. Ça va être incroyablement beau. Et après, on va avoir plein de pratiques avec le cacao, le thé mascal, pour venir aussi réencoder des codes généreux d'amour, et aussi en groupe, le fait de... On va faire de la danse contact, danser ensemble, du tantra, pour voir aussi ce qui se passe en relation les uns avec les autres. Et ouais, c'est magnifique. Vous savez, vous pouvez venir à la retraite et vous êtes les bienvenus, tout comme vous pouvez juste prendre là ce que vous entendez là et vous dire, on est à un moment pivot. Je sais que c'est pas facile en ce moment, qu'il y a beaucoup de gens qui, en voyant par exemple la dégradation de la nature sur Terre, sont en train de perdre foi, se dire, ne vous inquiétez pas, c'est magnifique ce qu'il y a à l'œuvre. Tout œuvre en la faveur de la conscience amour. Tout œuvre toujours en la faveur de la conscience amour. Et d'essayer de voir comment tout ce qui se passe nous fait choisir certaines choses peut-être plus que d'autres. On est à un moment où on peut choisir la paix et l'amour, et vous n'êtes pas obligé d'aller en Équateur avec nous pour travailler là-dessus. Mais si vous sentez que pour vous c'est un peu difficile de croire en ça en ce moment, ma recommandation, ça serait d'aller passer du temps auprès des arbres, d'enlever vos chaussures, d'aller vous foutre sur une pelouse, allongée, et de vous laisser réencoder naturellement par la nature. Vous n'êtes pas obligé de faire 3 minutes techniques. D'essayer de passer du temps avec les humains et de voir la beauté de ce que chacun apporte dans l'espace, même si des fois c'est très différent de vous, et même si des fois ça peut vous faire sentir plein de choses, et de voir la beauté qu'il y a là-dedans, la richesse.
qu'il y a dans l'expérience qu'on partage tous ensemble, à tous les frères et sœurs sur la planète Terre. C'est hyper beau ce qu'il y a à l'œuvre en ce moment. Et ma dernière recommandation, ça serait d'avoir beaucoup de patience et de voir que vous êtes, même quand vous avez l'impression de rien faire, en train de faire beaucoup de nettoyage, d'affinage et de digestion de choses qui ont eu lieu, plein de plans passés, parallèles, des ancêtres, etc. Donc beaucoup de compassion en ce moment. Merci pour tes mots. Ce que tu déposes à la fin, ça me donne l'occasion de partager que c'est pas de moi, c'est ce qui sort beaucoup avec les astrologues et les numérologues en ce moment, que l'année 2024, elle est quand même hein. Elle est un peu perturbante, on va dire ça comme ça. Et donc je trouve ça beau le message que tu viens de partager à la fin. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite une vie orgasmique. Oui. Une vie pleine d'orgasme de la vie, de jouissance de la vie et de gratitude en fait, de gratitude de ce qui se passe. Je vous souhaite aussi, ce hors-série c'est sur le leadership, donc je vous souhaite vraiment de vous reconnecter profondément à vos besoins intérieurs pour observer comment vous souhaitez guider, diriger votre vie. On est en lien avec la création, mais on est co-créateur. Donc, il y a vraiment ce truc de je m'abandonne pas juste en laissant faire. Ok, je me fais balloter, mais je dirige, en fait. C'est ce qui vous fait du bien. Je choisis. Et merci. Ah, merci. Trop bien. Bah oui, c'est trop un plaisir. C'est cadeau. On a trop de chance parce que on fait le podcast, c'est quand même en présentiel, donc c'est trop chouette. Oui. J'espère que vous avez senti l'énergie. Moi, j'étais en mode genre, il y a trop d'énergie. On se fait un câlin. Pour les gens qui écoutent le podcast, on se fait un câlin. On le fait avec vous. C'est clair, le silence, c'est coco. Merci. Merci infiniment. Merci à toi. Ouais, joie. Et merci à tous ceux qui écoutent. Merci de tenir cet espace. Trop chouette. Belle vie. Belle vie à tout le monde, ouais. Savourez. Bisous. Ciao. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Je te propose qu'on se retrouve dans le cercle privé des leaders cosmiques et orgasmiques, comme ça on pourra échanger ensemble, il y a un espace qui est consacré. Ce cercle, c'est à la fois un espace de partage, mais c'est aussi un espace où tu retrouveras une méthode en 8 étapes pour pouvoir concrétiser tes projets fous et amplifier ton pouvoir créateur grâce au leadership cosmique et orgasmique. Tu peux retrouver toutes ces étapes dans l'épisode de podcast dédié sur le leadership cosmique et orgasmique. Tu vas retrouver toutes les informations en description. Et tu peux aussi choisir de nous rejoindre pour la retraite cosmique et orgasmique Leaders en Thaïlande qui a lieu du 20 au 28 septembre. Ce que je te propose, c'est pendant 8 jours sur une île paradisiaque au cœur de la jungle, de t'offrir un temps de repos, de vide, où t'as pas à penser à faire à manger, à penser aux enfants, à penser à l'organisation de la vie, à l'organisation de ton entreprise. T'as pas les mains dans le cambouis comme on dit, mais vraiment tu vas avoir un espace pour revenir au cœur de toi et prendre de la hauteur, revenir explorer ta vision pour ta vie, pour ton entreprise, ta contribution au monde. Il y aura 3 grandes étapes, toute une partie de libération énergétique pour revenir à toi, ensuite redesigner ta vie et revenir au cœur de ce pourquoi tu œuvres aujourd'hui. Tu verras, il y a plein d'activités qui sont prévues, notamment cérémonie du feu, des chants médecine, de l'ecstatic dance, des pratiques énergétiques, du coaching, du sauna, bain glacé. On s'occupe de tout, de la restauration. Tu es logé dans un magnifique endroit. Je t'invite à en découvrir plus dans l'épisode de podcast qui est dédié à la retraite et au plaisir d'échanger avec toi. Tu peux prendre rendez-vous avec moi pour parler de la retraite. Tu vas retrouver toutes les infos en description. Je te souhaite une merveilleuse journée et j'ai hâte d'entendre ton retour sur cet épisode. Je t'embrasse.